Et donc en fait, il y a eu un afflux énorme de gens qui sont arrivés sur le marché du freelancing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se lancer en freelance, c'est un choix courageux. Galérer avec l'URSSAF, tout ça machin. Ouais, et puis ça peut être déceptif. Moi, je sais que j'ai plein de collègues qui se lancent sur Malte avec plein de bonnes intentions. Et au final, au bout de 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de mission. Il y a un freelance sur 2 qui abandonne au bout de 2 ans. C'est-à-dire, il repart dans le salariat. En fait, j'avais pas envie de faire mes 6 mois à me tromper, à pas comprendre pourquoi je me trompe. Mais aujourd'hui, on a plus que besoin quand on est un jeune freelance, selon moi, d'être coaché. Avant, je n'investissais pas dans la formation. Aujourd'hui, je dépense entre 5 et 10 000 euros par an de formation. J'avais beaucoup d'a priori sur Dubaï. Et en fait, c'était pas mon premier choix. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Alors, pour la petite histoire, Ouais. on s'était parlé sur LinkedIn. Ouais. Et donc, je vais à Dubaï, je sors de l'épicerie. Ouais. Sur qui je tombe? Sur toi. Ouais, c'est vrai. Incroyable. C'est le destin, ça. C'est le destin. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors, je vais essayer de faire court. Je m'appelle Guillaume Duhan. Je suis CTO d'une boîte qui s'appelle Allocations. C'est un produit dans la finance. On manage à peu près 2 milliards de dollars d'assets. On a plus de 20 000 clients. Sinon, j'ai été freelance pendant 15 ans. Et j'ai été un des top freelance sur Malte pendant très longtemps. C'est comme ça qu'on est rentré en contact ensemble. Je fais partie du freelance board de Malte où en fait on passe des sessions en fait à essayer d'améliorer le produit. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume. Très belle chaîne. Hein. Merci beaucoup. Presque 100 000 abonnés. Je vais avoir 100 000 abonnés ici à la fin de l'année. Et du coup, sur cette chaîne, j'apprends aux gens à coder. Alors, c'est une chaîne en anglais, je tiens à le dire pour les Français. Et voilà, je suis arrivé aussi à Dubaï quasiment en même temps que toi. Et le destin a fait qu'on s'est vu en bas, quoi. C'est ouf, quoi. Ouais, incroyable. En bas de l'immeuble. Ouais. Et pas mal de points communs, le freelance, Malte. Ouais. Pas de dev. Moi, je dev très mal. Ah oui, tu dev pas, toi? Non, oui, moi, c'est Google Ads. et non, je trouvais ça hyper intéressant de faire ce talk ensemble. Ouais. Toi, tu me disais, sur Malte, tu étais un des premiers sur la plateforme. J'ai été très, très early, ouais. Je suis arrivé à Paris environ en 2015, quelque chose comme ça. Et j'avais un ami, alors à l'époque, ça s'appelait pas Malte, ça s'appelait Upwork. Ouais. J'avais un ami qui bossait chez Malte qui m'a dit, écoute, il faut que tu viennes, parce que je sais que tu veux te lancer en freelance et tout, il faut que tu viennes. Et donc, j'ai été aussi un des premiers freelances à être pris en photo dans leur nouveau bureau qu'il y avait dans le 9e à l'époque. Alors, je crois qu'ils l'ont plus aujourd'hui. Ouais, ils ont changé même récemment. Ouais, ils ont changé récemment. Ils ont un super grand bureau maintenant. Et donc, du coup, oui, j'ai été très early sur Malte. Donc, j'ai été très early aussi sur le freelancing à Paris, pour être honnête, et en France. C'était une époque où il y avait vraiment beaucoup de clients. Et je dirais pas beaucoup de freelance, mais disons qu'on était... C'était plus simple, ouais. À l'époque, c'était plus simple. Comparé à aujourd'hui, en 2024, on en parlait dans l'ascenseur. Ouais, grosse concurrence aujourd'hui. Et donc, du coup, je suis freelance depuis à peu près une quinzaine d'années. Ouais. Avant ça, je vivais à Berlin, j'ai habité à Londres et j'ai commencé à être freelance à l'étranger, ce qui est un peu atypique. Et après, je suis arrivé à Paris et puis j'ai quitté la France au moment du Covid pour aller vivre au Portugal et j'ai continué à faire du freelancing et voilà. Toi, ton expérience sur Malte, c'était... Qu'est-ce que tu en as retenu bien? Alors, moi, j'ai eu une super expérience sur Malte parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé sur Malte, j'étais un des seuls freelances sur Vue.js. Vue.js, c'est un langage où plein de boîtes françaises ont adopté ce langage. Et donc, du coup, je suis passé par plein de boîtes. Et vraiment, je remercie Malte parce que grâce à Malte, j'ai pu rencontrer des dizaines de clients. Aujourd'hui, j'ai eu plus d'une centaine de clients au total dans ma carrière de freelance. Et ça m'a permis de vraiment développer en fait mon expérience. Et ce qu'il y avait de bien en fait sur Malte au départ, c'est que, et ça aucune plateforme ne le proposait, c'est qu'en fait le produit était fait de façon à rassurer le client et à la fois à rassurer le freelance. C'est-à-dire qu'il y avait un système de prépaiement, et ça personne ne le faisait à l'époque. Donc en fait, quand tu commençais une mission, tu savais que tu étais payé. Voilà. Bien sûr. Et Malte joue très bien ce jeu d'être le middleman en fait entre le client et le. Et ils ont très vite identifié ça. Je pense Vincent et Hugo, qui sont les fondateurs, avaient à l'origine très vite identifié ce problème, je pense. Enfin, je sais pas si c'est eux, mais en tout cas, leur équipe avait très vite mis en place ça sur le produit, et c'était hyper attractif parce qu'en tant que freelance, c'est compliqué. Surtout quand on sort du salariat, on arrive dans le freelancing. T'as peur. Peur. Moi, c'était clairement le truc sur Malte qui m'a fait m'inscrire, c'est de savoir que le client a prépayé du coup la mission, que l'argent est là et qu'une fois que j'ai terminé la mission, je vais récupérer l'argent sous... je crois même il y a un mois, c'était immédiatement. Là, je crois que c'est un petit peu plus long. Mais c'est un truc qui rassure les freelances, de savoir que l'argent arrive est bloqué et qu'il n'y a rien à faire derrière. Exactement. Et ça, ce point de friction-là, il l'avait identifié très vite. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment fait...
continuer. Et donc, je me suis inscrit sur Malte. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai bossé pour la plupart des boîtes sur Paris, quoi. Je suis passé par plein d'incubateurs aussi, où toutes les boîtes étaient incubées. Donc voilà, mon expérience de freelance. Et sur Malte, tu avais réussi à trouver des bons clients, des gros projets? Alors oui. Je dis que j'ai eu une centaine de clients parce que j'ai fait quasiment 100 missions, mais j'ai eu aussi des clients avec lesquels voilà, je suis resté pendant des années. Des clients, notamment un client dans l'énergie chez qui je suis resté 2 ans. Et oui, on peut tout à fait trouver des missions long terme. Et voilà. Mais je tiens à dire quelque chose, c'est que Malte a été, entre guillemets, un des précurseurs du freelancing en 2015-2016, mais je parle de ça, j'ai l'air d'un vieux, tu vois. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a énormément de plateformes. Enfin, les gens qui regardent ce podcast et qui sont freelance le savent. Il y a énormément de plateformes. Et c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu plus dilué. C'est-à-dire, quand je raconte mon histoire et que je dis que j'ai de suite eu des clients, c'est pas nécessairement ce qui va arriver aux freelances qui arrivent aujourd'hui sur la plateforme. On ment pas aux gens. On leur dit la vérité. Il y a un travail à faire quand on devient freelance. Ouais, que ce soit profil, closing, comprendre l'algorithme, c'est pas simplement j'arrive, je mets mon mail et le lendemain, je signe ma mission. Voilà, c'est long. Ça. Et tu le disais, il y a combien 18 000 nouveaux freelances par... Oui, dans les derniers chiffres, c'est dans la dernière newsletter de Malte, vous pouvez le voir. Il me semble qu'il y a entre 17 et 18 000 nouveaux freelances aujourd'hui en mars 2024. Donc concurrence tous les mois. Et on s'imagine bien qu'il n'y a pas 18 000 nouveaux clients. Ben non. Donc si tu veux, ça met un petit peu... Et puis il y a aussi eu l'effet Covid, on pourra peut-être en parler après, mais avec l'effet Covid, il y a eu énormément de reconversions. Et moi, j'ai vu un nombre incroyable, parce que via ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de gens qui me contactent via LinkedIn. J'ai vu un nombre incroyable de jeunes développeurs arriver sur le marché. Et je ne vais pas dire que c'est le massacre, mais presque. Parce que quand pour les clients ou pour... Non, pour les clients, c'est le festin. Okay. Pour les nouveaux freelances, c'est un peu le massacre parce que tout le monde s'est reconverti. Des gens qui étaient dans la restauration, des gens qui étaient dans la logistique, des gens qui étaient dans des hypermarchés, tout ça. Ils ont fait des programmes de reconversion, que ce soit dans des organismes publics ou privés. Et donc, en fait, il y a eu un afflux énorme de gens qui sont arrivés sur le marché du freelancing. Et en comparaison aux boîtes qui se cassaient la gueule depuis le freelance, ça a été de suite l'inversion des courbes, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se lancer en freelance, c'est un choix courageux. Et j'incite beaucoup de gens à se lancer en freelance, paradoxalement, parce que tu as raison, ça t'apprend l'entrepreneuriat, la gestion de la comptabilité et tout le reste. Les galères avec l'URSSAF, tout ça, machin. Voilà, mais aujourd'hui, on a plus que besoin, quand on est un jeune freelance, selon moi, d'être coaché, d'être accompagné. Ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais. Je ne dis pas ça pour toi, parce que c'est ton podcast, mais on a vraiment besoin d'être coaché, d'être accompagné, parce que sinon, on se retrouve dans une mare gigantesque de gens qui habitent partout en France pour X clients. Et ça, c'est une problématique. Et je pense que Malte aussi travaille là-dessus, au fait de dispatcher de plus en plus les missions et tout le reste. Voilà. Ouais, et puis ça peut être déceptif. Moi, je sais que j'ai plein de collègues qui se lancent sur Malte avec plein de bonnes intentions, et au final, au bout de 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de mission. Oui. Et souvent, il y a une raison. C'est que le profil n'est pas bon, il n'est pas optimisé. Exactement. On ne répond pas assez vite. Je ne sais pas si toi, à l'époque, alors je dis ça comme si c'était en 99, pas du tout. C'est ça. Si tu avais une technique sur Malte, si tu avais un peu processé ton truc, ouais. Oui. Alors, moi, en fait, au début, sur Malte, il y a le système de chat. Donc, tu parles aux clients et tout le reste. En fait, j'ai mis un point d'honneur à répondre le plus vite possible aux clients. Obligatoirement, ça. Et à leur dire oui ou non. Mais attention, je tiens à préciser, il ne faut pas dire oui à toutes les missions. Ça, on peut aussi en parler. C'est un sujet. Il ne faut pas dire oui pour gagner de l'argent, gagner des étoiles et tout ça, etc. Il faut toujours essayer de se dire, est-ce que je peux faire la mission ? Ça paraît bateau à dire comme ça, mais il y a aussi ce sujet-là. Mais oui, il faut mettre une méthode en place. On ne peut pas juste créer un profil et les missions arrivent. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent parce qu'ils se disent, je me lance en freelance et puis c'est Malte, c'est crème de la crème, c'est peu importe qui va me trouver les missions. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et les gens sont très déçus. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est très intéressant. J'ai pas la source. Je passe dans un podcast et j'ai pas la source, mais ils pourront on le mettra dans le... Je crois qu'il y a un freelance sur 2 qui abandonne au bout de 2 ans. C'est-à-dire, il repart dans le salariat. C'est un chiffre hyper intéressant. Il me semble que c'est l'INSEE ou Indeed. Je sais plus si c'est Indeed ou... Tu as les raisons pour... Alors, il y a plein de raisons. La première raison, c'est parce que financièrement, ça tient pas. C'est évident. Ils trouvent pas assez de missions, il n'y a pas assez de flux, tout le reste. La deuxième raison, elle est plus intéressante, c'est qu'en fait, les gens se rendent compte qu'ils ne veulent pas bosser de chez eux tout seuls. Je pense que le Covid a apporté ça. Moi, je peux en parler. Au moment du Covid, en fait, je me suis dit, génial, tout le monde va vivre ma vie et tout le monde va comprendre qu'on peut travailler chez soi et tout le monde va le faire. Et je pensais que tout le monde voulait rester chez soi pour travailler. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils ne veulent pas.
Ils retournent au bureau, parce qu'il y a une vie sociale, il y a un contact et tout. C'est dur de travailler en remote, en fait. Et ça a été une désillusion pour moi, ça, ouais. Moi, je sais que c'est un des points aujourd'hui qui me pousse à aller en coworking. Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois. Parce qu'en fait, rester chez toi, ou même, là, tu vois, demain, je reviens en France. Ouais. Parce que mon setup, mon bureau me manque. On en parlait, mais quand tu arrives dans un bureau qui est déjà super bien configuré, alors que là, tu vois, bon, même si on est dans l'immeuble est très cool pour le coup. Je sais pas si tu as un bureau dans la chambre ou séparé. Non, c'est chiant d'ailleurs. Il y a trop de bruit d'ailleurs. C'est le problème. Tu vois, moi, ça me manque aujourd'hui dans l'immeuble là d'avoir le micro, la caméra juste à côté, le double écran. L'insonorisation. Exactement. Et moi, c'est ce qui me pousse à revenir à Paris. Et surtout, au final, maintenant, avant, je me disais, je veux faire mes 6 mois à l'étranger ou 2, 3, 4 mois à l'étranger. Je pense que je vais plutôt faire 2 mois, tu vois, à Paris. Et après, une semaine à Dubaï, 2 semaines là, mais pas faire autant de temps, ou alors trouver une destination longue durée où je suis sûr de m'installer, un petit peu comme toi, là, on peut en parler avec Dubaï. C'est juste une question de trouver son bureau, je pense. Exactement, son chez-soi, son nouveau chez-soi. Voilà. Moi, c'est pareil, je suis arrivé il y a 1 mois et demi, et là, je cherche un bureau. Et le truc, c'est que tout le monde cherche un bureau à Dubaï aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Dubaï. Mais il suffit de trouver un setup, un bureau et tout. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, mon ancien bureau, mon ancien setup me manque. Je fais des vidéos YouTube, j'ai besoin d'un background, j'ai besoin de tout ça. Et là, en attendant que quand mon fils il dort, je peux faire mes vidéos, donc je setup tout à chaque fois et j'enlève tout. Et c'est très chiant. Et ça, c'est important de se mettre bien, Pour travailler, c'est très, très important. Donc du coup, c'est quelque chose. Mais là, tu vois, on est dans un studio. Il est hyper clean. On est dans un studio hyper clean. On n'est pas sur le podcast sans permission, il faut le dire. Pas du tout. mais on est dans un setup. Il y a des gros noms qui sont passés. Tu vois que tout est processisé. Oui, c'est clair. Matériel de ouf. Ouais. Il y a pas de même l'immeuble dans lequel on est là, il est super clean. Ouais, absolument. Toi, ton avis sur Dubaï là, après 1 mois et demi, c'est ta première fois? C'est ma première fois à Dubaï. Ok. Alors, pareil. Pour la petite histoire aussi, je vais encore passer pour un vieux, mais je suis né en 88. Si les gens me cherchent, je suis pas plus vieux que ça. Mais en fait, ça fait depuis 2014-2015 que j'ai des clients, des amis qui vont que me dire viens à Dubaï. Ouais. Et c'est la première fois que j'arrive à Dubaï. Alors, mon avis, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup d'a priori sur Dubaï. Je vais être honnête. Comme tout le monde. Hein. Mais grave, je pense qu'on est beaucoup. Faut le vivre avant de se dire ok, c'est comme ça. C'est ça. J'avais beaucoup d'a priori et en fait, c'était pas mon premier choix. Je voulais repartir, j'ai vécu un petit bout de temps aux États-Unis et je voulais repartir vivre aux US, mais vu la situation actuelle, trop complexe, la réélection de Trump, possiblement, je ne vais pas avoir de visa et tout le reste. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je vais à Dubaï et je viens ici pour voir ce que c'est. Et en fait, je suis super surpris, c'est génial. Sur plein de points. Je trouve qu'en fait, au niveau des services, au niveau de la sécurité, alors c'est le must. Là, j'enfonce une porte ouverte. Tous les gens qui ont regardé des podcasts sur Dubaï et tout ils ont déjà entendu ça, ou ceux qui vivent ici peuvent confirmer ça. Mais la vie est super. C'est vrai que je pense que tout le monde ne peut pas venir vivre à Dubaï. Et je comprends que soit on aime, soit on n'aime pas. Ça, c'est tellement vrai. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui pourraient vivre à Dubaï, mais en fait, qui ne vont pas aimer pour X raisons. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a une ambiance, niveau networking relationnel, c'est incroyable. Tu peux pas le retrouver ailleurs. Non, tu peux pas le retrouver ailleurs. Alors à Paris, tu peux faire du networking si tu vas dans des incubateurs, si tu vas à des soirées, c'est pas la question. Mais c'est surtout qu'ici, il y a une effervescence en fait. On est vraiment dans un endroit où tous les gens ont une ambition et on te juge pas pour ton ambition. Et surtout, on peut en parler aussi, on te juge pas pour l'argent que tu veux gagner. Parce qu'en France, c'est un sujet. On n'a pas nécessairement le temps d'en parler, mais on en parlait dans la voiture tout à l'heure. En France, c'est compliqué quand tu gagnes de l'argent, quand tu as une société, tu as les barrières administratives, tout ça, etc. J'espère vraiment qu'un jour, ça changera. Et s'ils doivent changer, il faut vraiment qu'ils prennent le modèle de Dubaï, parce qu'ici, tu crées ta société très vite. Il y a plein d'avantages. La comptabilité, c'est quasi rien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à Dubaï parce que l'exil fiscal et tout ça, etc. C'est pas que vrai. La vie à Dubaï coûte cher. C'est pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas nécessairement venir vivre à Dubaï. Et je pense qu'il faut le mériter, en fait, de venir vivre à Dubaï. Et ça passe par investir et ça passe aussi par bosser. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent le freelancing. Ouais. Parce qu'ils se rendent compte, ils pensent qu'en faisant du freelance, ah ouais, tu gagnes 3-4 000 euros par mois, mais c'est trop bien, moi j'arrête mon job à 2 000 euros parce que voilà. Mais oui, mais en fait, derrière, tu as une part de sacrifice. C'est-à-dire que tu crois que tu vas moins travailler qu'en salariat, mais c'est l'inverse. Ah oui, carrément, parce que tu bosses le week-end, tu bosses parfois pour optimiser tes process après ta journée. Exactement. Tu bosses beaucoup plus quand tu es en freelance qu'en salariat. Ça, je pense que c'est une évidence. Les gens qui pensent l'inverse sont fous. Ou alors,
quand ils y arrivent, ils se rendent compte et ils se disent mais en fait, j'ai pas envie de passer 12 heures par jour à bosser au départ. Parce qu'au départ, en général, c'est ce que font les gens et c'est très contre-intuitif. Ils commencent, donc ils se mettent un petit salaire par jour. Et en fait, ils délivrent pas assez ils sont pas assez productifs et donc ils mettent la barrière trop haute et donc ils bossent beaucoup pour peu et en fait, ils perdent le courage très vite. Ils se démotivent très vite. Donc, c'est pour ça que l'idée d'avoir un coach aussi, c'est hyper important. Parce que si tu as un coach, tu as quelqu'un qui peut t'accompagner, il peut te dire, écoute, tu fais ça parce que tu crois que, mais en fait, c'est peut-être pas ça. Et ça, c'est très dur quand tu es tout seul. C'est quasi impossible. Moi, j'ai eu des coachs, ouais. J'ai eu des mentors, j'ai eu des coachs rémunérés et non rémunérés. Au départ, c'était non rémunéré. Et après, j'ai compris le truc et j'ai mis de l'argent là-dedans. Ouais, moi, c'est pareil, tu vois, que ce soit sur le freelance, sur Malte ou autre. J'ai pris des coachs au début, justement parce que en fait, j'avais pas envie de faire mes 6 mois à me tromper, à pas comprendre pourquoi je me trompe. Alors tu vas me dire, c'est l'expérience. Non, mais des fois, t'as raison. Mais t'as raison. Mais des fois, en fait, tu peux passer. Mais ça aussi, ça c'est un truc. Tu peux passer 20 ans sans savoir pourquoi tu te trompes. Mais oui, il faut. Alors qu'il y a un mec qui va dire, en fait, c'est ça qu'il fallait faire, et ça te débloque tout. Exactement. Il faut forcément du feedback. Alors ça aussi, on peut en discuter. Quand je dis le feedback, c'est pas votre mère ou votre petit frère. Non. C'est ça. J'en ai plein qui vont. Des fois, on parle entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce domaine, machin? Et l'un, il va dire, ouais, ça, franchement, je pense que c'est pas dingue. En fait, c'est un mec qui est, je sais pas, bouché. Et tu vas lui poser une question sur de la tech. Et il va te dire, ouais, je pense pas que ça marcherait. Il faut poser la question à un mec qui est déjà dedans. Mais voilà. Bien sûr. Exactement. Ni ta mère, ni ton père. Et encore. Personne ne peut dire ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher. C'est ça qui a de contre-intuitif aussi. Des fois, moi, j'ai des méthodes que moi j'applique qui marcheraient pas pour d'autres. Et l'inverse, on a tous fait ça, on a tous essayé de suivre une méthode, comment faire son site de dropshipping. Voilà. Ouais, alors tiens, le Shopify, un peu de ads, bien sûr. Alors moi, je l'ai jamais fait, mais je sais, j'ai jamais fait de dropshipping, mais je vois le schéma. Fais comme moi et tu verras, tu vas générer des revenus. Et comme par hasard, ça marche pas. Parce qu'en fait, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton niveau d'implication, ça dépend du timing. Ouais, bien sûr. C'est trop complexe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si tu demandes à quelqu'un qui l'a déjà fait, comment il a fait, et si tu bénéficies de son accompagnement, mais c'est sûr, ça fait toute la différence. Si tu commences YouTube tout seul dans ton appart à Toulon, ou si tu commences YouTube avec MrBeast qui te fait 1 heure de call par semaine, pas besoin de réfléchir au résultat. Je pense que tu iras plus vite si MrBeast t'aide à... Tu vois, tu comprends? Et effectivement, moi, je peux dire un chiffre. Avant, je n'investissais pas dans la formation. Et aujourd'hui, je dépense entre 5 et 10 000 euros par an de formation. C'est énorme. C'est un budget c'est à peu près 5-10% de ce que je gagne. Je mets cet argent-là. Je ne fais pas toutes les formations, j'avoue. Et je fais partie de la plupart des gens qui ne font pas toutes les formations. Et d'ailleurs, si on regarde des analytics des formations... Ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hein. Sur System.io, je regardais les élèves. Et ils n'ont pas ouvert la formation. Et je pense qu'en fait, j'en parlais avec des collègues qui lancent des formations. Ils me disent, c'est juste un truc mental où on est content de l'avoir acheté et ça nous débloque quelque chose pour aller plus loin sur Google Ads mais ils peuvent toujours y revenir. Exactement. 3-4 ans plus tard. Et ça nous rassure en disant, OK, j'ai acheté ça, c'est bon, j'ai passé une step. Alors que finalement, tu n'as pas fait quelque chose, tu n'as pas appris quelque chose en plus. Exactement. Et là, je peux les dire, les dernières formations que j'ai acheté une formation, alors c'est très technique pour utiliser Pinia sur Vue.js, une autre sur Astro. À chaque fois, ça me coûte 200-300 balles. Et j'en achète plein et j'en fais quand même. Parce que, aux US, du coup, j'imagine. Aux US. En France, la dernière grosse formation que j'avais achetée, c'était celle de Shubham Sharma. Notion non, pas Notion. J'avais acheté sur Make. OK. Sur Make. Mais ça date, ça c'était il y a 2 ans. Après des formations de français, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Mais on peut aussi parler du prix des formations. J'achète jamais des formations qui sont très très chères. C'est quoi le max en termes de prix que tu vas mettre? Ça, c'est hyper intéressant. Le max que j'ai mis, c'était $900. OK. Mais c'était une formation sur les sales et management. Et, aux US toujours? Aux US. Et c'était une formation qui durait 2-3 heures. Je me souviens plus du nom. Je pourrais peut-être la mettre en commentaire de cette vidéo, on verra. Qui était excellente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, au fond, être freelance, c'est investir sur soi-même. Et investir sur soi-même, c'est pas que investir sur soi-même en allant créer une société à la chambre de commerce. C'est investir sur soi-même en se formant, mais aussi en voyageant, en allant voir des clients. En créant du contenu. En créant du contenu, par exemple, en payant des ads, même à petit budget, même si tu mets 50-100 euros par mois d'ads et tout. Tout ça, il faut le voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ne voient pas cette partie-là. Ils ne voient pas la partie où il va falloir qu'ils donnent du leur, ils donnent... Une fois qu'ils voient cette partie, il y a d'autres problématiques.
C'est-à-dire, une fois qu'ils commencent à investir sur eux-mêmes, il y a plein d'autres choses à calibrer pour essayer de trouver... Parce qu'en fait, on parle d'un profil type de freelance, mais il n'y en a pas qu'un seul profil. Il y a autant... J'ai envie de dire... Enfin, tu as plus d'expérience que moi là-dedans, parce que tu accompagnes plus de gens, mais il y a quasi autant de profils freelance qu'il y a de freelance, en fait. Parce que tout le monde ne fait pas du freelancing pour les mêmes raisons. Moi, il y a un truc que je vois souvent, c'est... ceux qui se lancent sur Malte me posent la question, est-ce que c'est vraiment intéressant que je booste ma marque personnelle ? Évidemment, va sur LinkedIn, fais des posts, fais du YouTube. Si tu as une mini-conférence que tu as pu faire dans une école ou autre, fais-la. Ouais. En fait, c'est sur l'instant, ça t'apporte rien parce que peut-être que tu vas pas gagner. Il y en a même, ils vont me dire, il y a une école qui me propose, je sais pas, 50 € de l'heure. Alors évidemment, quand tu pars en freelance et que tu fais que tu vends ton temps, c'est rien. Mais en fait, c'est 50 € de l'heure. D'ailleurs, tu vas pouvoir dire que tu as donné un cours dans telle école. Peut-être qu'une meilleure école... Non, mais tu passes de 0 à 50 déjà. Exactement. Tu passes de 0 à 50, c'est déjà ça. Et ça augmente justement ta valeur personnelle, ta marque. Et évidemment qu'il faut aller sur tous ces axes. Carrément. Mais là, tu vois, c'est marrant parce que je discutais de ça avec un mec ici. Et je lui disais hier... il me disait, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche sur YouTube ? Parce qu'il suit ma chaîne YouTube et il voit que j'arrive à presque 100 000 abonnés. C'est incroyable, 100K. Ouais, merci. Mais en fait, si tu veux, alors ça, c'est un sujet aussi, c'est que toutes les vanity metrics, en fait, c'est aussi un problème parce que on pense que, par exemple, on pourrait penser que j'ai fait la chaîne YouTube pour avoir des abonnés, c'est pas du tout le cas. Moi, quand j'enregistre, j'arrive chez moi, je fais mon truc et tout, et je suis pas dans une mise en scène et tout ça, etc. Effectivement, ça me fait plaisir d'avoir 100 000 abonnés, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut voir, c'est les small steps. Tout le monde voit le big goal. Je veux 10 millions et vivre sur le Palm à Jumeirah. Sympa. Oui, mais avant ça, mon vieux, tu vas faire les cours à 50 €, puis après, tu vas potentiellement faire du coaching avec ta voisine à 20 €, et petit à petit, tu vas monter. Et en fait, on ne voit pas ça. Et ça, je pense que c'est aussi dû à l'instantanéité. Tu veux tout de suite. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est une qualité aussi à développer quand on veut être freelance, c'est être patient. On build petit à petit sa marque et tout le reste. Et donc, le gars avec qui je parlais hier, je lui disais ça. Et je lui disais, tu sais, si tu veux, qu'est-ce que tu veux en fait ? Et il me dit, je veux être connu, je veux être famous et tout. On se dit, bon, écoute, c'est ton goal. Et je lui dis, écoute, du coup, fais pas une chaîne YouTube, fais plutôt un podcast sur YouTube. Fais une newsletter à la limite, parce que ça, c'est ce qui explose. Les podcasts et newsletters, en ce moment, c'est ce qui explose, ce qui est mis en avant. Il y a aussi savoir vivre avec son temps. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances, ils sont dans la mare de tous les freelances qui sont arrivés. Pour se démarquer, il faut évidemment faire du contenu sur LinkedIn. Je ne vois pas d'autre moyen. Ou alors, à part si tu harcèles 10 000 clients par jour, tu en auras forcément un ou deux qui va te dire oui, et là, tu feras de l'argent. Mais si tu ne fais pas de contenu, je pense que ça va être compliqué, quoi. Ouais, moi, il y a deux choses. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Sur LinkedIn, hyper important, même si aujourd'hui, l'algo reste compliqué, il faut sans cesse se renouveler. Et le deuxième truc hyper important, que ce soit sur Malte ou en freelance, être patient. Moi, quand je me suis lancé et que j'ai vu qu'une mission, peut-être, je sais pas, à 1000 balles, ça m'apportait 600 ou 700 points, et que pour atteindre le grade super malteur, il fallait faire 7000, 15 000, 30 000 points, et que tu vois que tu as, je sais pas, 4-5 missions par mois, tu sais que tu vas pas choper le grade super malteur tout de suite. Donc, immédiatement, je me suis dit, OK, si je me mets sur Malte et que je veux vraiment booster mon aventure, je vais devoir être patient, attendre 6 mois, 1 an, et c'est ce qui est arrivé au bout de la 100e mission. Ouais. Surtout que quand tu es freelance, et ça, on n'en parle pas. Moi, je trouve qu'il n'y a personne qui en parle, donc j'en parle, mais je trouve qu'en fait, on ne parle pas du plafond de verre. C'est-à-dire que quand tu es freelance, tu n'es pas une start-up. C'est toi. Tu peux pas scaler. Tu peux pas scaler. Si tu veux scaler, tu deviens une agence. Tu délègues. Tu délègues. Donc, en fait, tu te dis, écoute, je peux travailler 8-10 heures par jour. Et encore, tu te dis, putain, si tu travailles 8-10 heures par jour sur 10 ans, dans 10 ans, t'es mort. T'es mort. D'ailleurs, c'est ce que j'ai arrêté de faire. Moi, je travaillais 8 à 10 heures, j'ai tenu 4-5 ans et j'ai arrêté. J'ai commencé à slow down. Et là, tu peux augmenter tes prix, jouer sur des effets de levier, faire d'autres trucs. Mais il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que si tu travailles sur Paris, tu vas commencer à... Alors, si tu travailles en province, tu vas commencer à... Par exemple, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, tu commences à 250, 300 €. Puis, tu montes à 350, 450, 500, 600. Si tu es sur Paris, tu vas commencer à 400, 500 et tu vas monter à 1000. Mais au-delà de 1200 € par jour, compliqué. C'est très dur de trouver... Donc, en fait, tu as ton cap. Tu te dis, le jour où tu y arrives, au bout de 3-4 ans de freelance, tu te dis, mais ça y est, je suis à 900, 1000 € par jour. Qui peut me payer 2000 € par jour ? Et tu dis, en fait, je pourrais continuer comme ça pendant 20 ans et j'ai mon cap, je sais que je vais gagner tant par mois. Et c'est là que tu te poses la question, quel est ton vrai objectif ?
Est-ce que vraiment tu veux être freelance? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent pas être freelance, hein, Flo. Je pense qu'en fait, il y a plein de gens, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être monter un produit, monter un business. Et ça passe par le freelance. Parce que c'est une sorte de... Ouais, t'as raison, c'est une sorte de bootcamp de l'entrepreneuriat, en fait. Moi, je sais que je suis parti en freelance justement pour créer mes projets. Parce qu'en fait, comme tu dis, ça, c'est le bootcamp de l'entrepreneuriat, parce qu'en salariat, dans le salariat, tu peux pas lancer ta chaîne YouTube, tu peux pas prendre X clients, puisque en fait, tu fais 9h, 18h avec un seul client avec une seule boîte. Exactement. Et t'es mort à la fin de la journée. Et tu peux pas faire plus, quoi. Et donc, du coup ouais, c'est une vraie question à se poser aussi, je pense. Ouais. Et tu vois, même, tu dis t'es mort à la fin de la journée. Moi, encore, quand je me suis lancé justement pour voir si le freelance, ça me plaisait, parce que je n'étais pas sûr, en fait, avant de démissionner, est-ce que c'est fait pour moi? Je commençais à faire mes missions avant d'arriver au bureau, donc de 6h à 8h. La pause du déj, je la prenais pas. Je travaillais sur mes maltes. Le soir, pareil, week-end. Après, j'ai vu justement... Ah oui, parce que toi, tu étais salarié avant. Ouais, moi, j'ai fait 3 ans en cabinet de conseil. Ensuite, j'ai tout de suite commencé sur Malte. Dès le premier mois, j'avais gagné, je crois, 1987 €. D'ailleurs, je le dis à chaque fois. Good. Je me suis dit, waouh, à Paris, ça va être chaud. J'avais un appart à Neuilly, 1000 balles. Bref, c'était invivable. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à mettre sur Malte. Et là, j'ai trouvé ça intéressant de me dire qu'il y a un mec qui va t'appeler, tu vas négocier une demi-heure avec lui. 3 quarts d'heure plus tard, il te dit devis accepté et t'as pris tes 1500 balles. T'en trouves 4-5 comme ça, c'est bien. Ouais. Le problème, c'est ce que tu disais, t'as un plafond de verre à la fin. Ça, tu pourras pas le taper. Ou alors prendre des clients qui, eux, c'est pas 1500, c'est 3000, c'est 4000. Mais là, il y en a beaucoup moins. En fait, c'est exactement ça, tu vois. En fait, tu te rends très vite compte ce que c'est qu'être freelance quand tu commences. Il n'y a pas de surprise. Quand tu montes une boîte, des fois, ça peut prendre des années. Moi, je fais du coaching. Alors, j'accompagne des gens qui se lancent en freelance, mais surtout des gens dans le code parce que je suis développeur et CTO. Mais j'accompagne aussi des chefs d'entreprise. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des mecs qui, ça fait 10-15 ans, qui font une boîte, ils me racontent le truc et moi, je comprends de suite quel est leur problème. Et je vois que ça fait 10-15 ans qu'ils n'arrivent pas à le voir. Donc, un coach, c'est ça en fait. Un coach, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui va voir ton problème et te débloquer de suite. Si ton coach ne fait pas ça, je ne sais pas à quoi il sert, hein, très sincèrement. Mais te débloquer, pas forcément de suite, mais te faire gagner du temps. Te faire gagner du temps. Et en fait, ça, c'est ça le truc que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire, ils ont commencé en salariat, puis ils font Malte le week-end et tout ça, etc. Et puis un jour, ils switchent. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu as switché? Pourquoi tu as quitté le salariat pour aller vers le freelance? Tu peux répondre à ça. Ouais. Les gens, il faut qu'ils se posent la question, en fait. Moi, c'est assez simple. L'argent. C'était l'argent parce que je me disais, on m'avait montré la fiche de progression en CDI, donc tu arrives junior, c'est oui, donc 1900. Tu sais ce que tu vas gagner. Exactement. Et moi, on m'avait dit senior ou team leader ou manager, donc ça équivaut à 5, 6, 7 ans. Ouais. Tu vas pas taper les 4-5 000 euros par mois, et vraiment grand max. Et il y a plein de sacrifices derrière. Alors, tu me diras, c'est normal. Ouais. Mais même pour faire du 3-4 000 euros net, sans full remote, sans plein d'avantages qui sont intéressants pour si tu as un peu un axe entrepreneuriat. Tu auras attendu hyper longtemps. Ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas et même j'étais hyper content là aujourd'hui de pouvoir organiser ma journée comme je veux, de me dire ce matin c'est création de contenu, après-midi j'ai un dashboard à faire pour un client, là demain quand je rentre en France, après-demain j'ai un cours à donner dans une école. Et ça c'était vraiment un truc qui me faisait plus kiffer et surtout j'avais une métrique qui était est-ce que tu es heureux en CDI, oui ou non? Non. Change. Ouais. Voilà, ouais. Et là, est-ce que tu es heureux en freelance? Là, complètement. Là, t'es heureux. Complètement. Là, mais est-ce que tu es freelance ou tu n'es pas plutôt entrepreneur, Flo? Parce que, en fait, tu fais du freelancing, mais là, tu dévies sur l'entrepreneuriat. Moi, je pense que freelancing et entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a même le nouveau mot, solopreneur. Ouais. Parce que moi, aujourd'hui, là, si je prends juste mon temps, il y a peut-être 20% aujourd'hui, c'est dédié à mon activité Google Ads. Parce que moi, je suis consultant sur le paid, Facebook, les régies. Avant que je développe le Discord, la formation, je faisais full-time call client, dashboard, etc. Là, j'ai commencé à faire la formation, donc ça m'a pris pas mal de temps. Création de contenu, je pense que tu connais, ça prend un temps monstre entre le montage, les différents... Et création de contenu, c'est pas que demander à ChatGPT. Ah non, ça aussi, il faut en parler. Ah non, c'est un enfer. T'as le côté script, montage, tournage, aller-retour. Publication, c'est un vrai métier. Hein. C'est un vrai métier. Donc aujourd'hui, moi, tu vois, je suis vraiment content parce que je peux aider des gens, je vois un retour direct, je vois que des gens progressent par rapport au freelance, par rapport à Malte, et surtout,
tout ce que je voyais avant qui me faisait rêver. Tu vois, je voyais des Thibault Louis lancer des Discord. Parfait, c'est incroyable de faire ça. J'en ai lancé un, tu vois, là on est plus de 1200. Je l'ai passé aussi en premium, donc avec un abonnement payant. Ouais. Incroyable ce modèle de récurrent. Et ça marche alors ou pas? Ouais, c'est complètement dingue. Juste avant le podcast, tu étais dans un live justement. Ouais, exactement, avec Ruben Taïeb. C'était vraiment charmé sur comment justement monétiser sa présence sur LinkedIn, parce que ça c'est pareil. En fait, quand tu es dans le salarié et que tu te mets en freelance, tu te rends compte que tu as 1 milliard de façons de monétiser, de gagner de l'argent. Non, bien sûr. Bien sûr. En vendant des templates, ton temps, de la formation, même un livre. Ouais, un livre, un e-book, la YouTube Money. Bon, là, pour l'instant, je suis à 30 balles. Non, la YouTube Money, ça il faut débunker. Ouais. C'est plus que c'était. Tu gagnes plus d'argent avec la YouTube Money. Les gens, ils gagnent de l'argent avec les partenariats, avec des produits externes. Ouais, les OP, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est sûr, pour monétiser. En fait, moi, j'ai commencé sur Internet à vendre c'était en 2006. C'est quoi ton premier produit? Ouais, voilà, c'est ça que je veux. Alors, c'est très marrant, hein, mais ça n'a rien à voir avec tout ce que je fais aujourd'hui. En fait, moi, j'adorais le skateboard et j'adorais les longboards. Ok. Donc, en fait, j'ai commencé à fabriquer des longboards avec des planches de contreplaqué que j'achetais à Leclerc-Sapiac en bas de chez moi. Et chez moi, je les collais, je les découpais à la scie circulaire, à la scie sauteuse, pardon, parce que la scie circulaire, c'est un peu puissant. Et j'ai commencé à les vendre comme ça. Et ça a été un vrai fiasco. Je les ai vendus sur Le Bon Coin, je crois que j'en ai vendu 8. Et je pensais que j'allais en faire un super business. Et ça a été mon premier business. Et c'était en 2006, j'avais 18 ans. C'était un de mes premiers business. Après, par la suite, j'ai lancé une maison d'édition en ligne parce que j'écris des romans aussi. Donc, j'ai lancé cette maison d'édition en ligne où j'ai vendu mes romans comme ça. Et c'était à l'époque où Twitter venait c'était 2007-2008. Twitter commençait à vraiment monter. Il y avait personne. Instagram n'était pas encore là. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça à l'entrepreneuriat et finalement à faire du freelance. Mais mon histoire, en fait, elle est particulière. Les gens peuvent pas, en fait, tu peux pas vivre ça aujourd'hui parce que à l'époque le freelancing ça n'existait pas. C'est-à-dire c'est parce que je savais faire des sites web, parce que je savais faire du contenu sur ces réseaux-là que on m'a appelé pour venir. Aujourd'hui c'est l'inverse. Les gens ils commencent à faire du contenu et puis après ils vendent. Ils monétisent. Voilà. Oui. Mais aujourd'hui c'est bien plus facile de gagner de l'argent qu'avant. Et les gens pensent le contraire. Ils disent mais à l'époque il n'y avait pas de site web et tout. Oui mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de clients. Il y a énormément de clients sur Internet donc tu peux créer un produit, tu peux rendre des services et tout le reste. Et monétiser, c'est facile. Donc, devenir freelance et trouver des clients, c'est dur à dire, je vais le dire, mais c'est facile en fait. Mais il faut avoir la méthode, il faut savoir se démarquer de la masse. Ouais, le plus dur là, que je vois, c'est perdurer. Parce qu'en gros, tu peux lancer une formation, faire tes 10-20K sur le lancement, c'est très bien. Oui. Mais derrière, il y a des concurrents qui vont le voir, qui vont peut-être faire la même chose. Oui. Si tu fais un Discord, en fait, les gens, ils viennent pour toi. Oui. Donc, au début, tu es content parce qu'il y a 500, 600. Moi, je regardais encore des posts, je disais, waouh, on est 300, waouh, on est 500, waouh, on est 1000. Et en fait, l'erreur, c'est après, une fois que tu as passé... Metrics. Exactement, que tu as passé le cap que tu voulais depuis des mois, commencer un peu à lâcher. Et au final, tout ce que tu as construit avant, ça se casse un peu. C'est très dur de perdurer. Mais je vais faire un aparté sur les startups parce que c'est un milieu que je connais bien. En fait, il y a 10 ans, on crée une startup pour les 5-10 prochaines années. Aujourd'hui, en 2024, on crée une startup pour les 6 prochains mois ou l'année qui arrive. La time frame, c'est vraiment réduite. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est parce que en fait, on est dans une société où tout va de plus en plus vite. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on peut créer des MVP, des produits en 3 jours. Et tu as même des levées de fonds sur un produit qui n'existe pas encore. Mais tu n'as que ça. Mais j'en connais plein, là. Et des grosses levées de fonds. Mais des grosses levées de fonds. J'ai entendu parler... Je pense à la française, là, Mistral, je crois. Oui, Mistral qui fait l'intelligence artificielle. Oui. Non, mais c'est colossal. Non, mais ça, c'est des chiffres que tu n'aurais jamais eu il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'était il n'y a pas longtemps. C'était en 2014-2015. Il y a même une banque ici en Arabie Saoudite qui s'est lancée que sur papier. Ils ont juste une landing page. Ils ont levé 400 millions. Donc, en fait, incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas de schéma à suivre et tu ne peux pas te dire ça va marcher, ça ne va pas marcher. C'est très compliqué. Je pense que la méthode, c'est d'itérer. C'est-à-dire d'essayer tous les jours. Small step. Tu fais comme ça et un jour, tu trouveras forcément. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur Internet. C'est tellement grand Internet et il y a de plus en plus de gens qui viennent sur Internet. Donc si tu veux, dans le monde, je parle dans le monde, je ne parle pas qu'en France ici, je parle dans le monde, il y a de plus en plus de gens qui sont connectés, il y a de plus en plus de business en ligne qui se lancent. Ça, il y a un revers de la médaille. C'est qu'il y a de plus en plus de gens de pays qui en voie de développement qui arrivent aussi en tant que freelance.
Donc ça baisse aussi le prix. Ouais, tu penses par exemple à Fiverr où on va te dire le site, voilà. Le mec va te le faire pour 200 balles, alors que sur Malte, voilà. Ça sera un freelance quali qui va te le faire pour 1500. Sauf que là, faut pas se mentir. La qualité que tu as pour 200 € et 1500, c'est absolument pas la même. C'est absolument pas la même. Et si tu runs un business, si tu as une boîte, ça tu le sais. Il y a que les gens qui ont un mauvais rapport à l'argent, qui se disent bah non, je vais recruter que des Indiens pour faire le boulot. Oui, mais en fait, c'est pas le même cible déjà. C'est pas la même. Voilà, ça va pas être le même management, ça va pas être la même culture, ça va pas être le même rapport à la productivité. Sans vouloir dénigrer les Indiens, moi j'ai des Indiens dans mon équipe, c'est pas le problème. Mais tout a un prix. Et le prix, la valeur, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas ce que ça signifie la valeur. C'est pour ça qu'ils savent pas se pricer en tant que freelance. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Et surtout que vous, les devs, vous pricez au TGM et nous, sur un modèle, on va dire, de consultant Google Ads ou SEO, certains peuvent le faire en TGM, mais ça va être au forfait, ça va être au mois. Tu as plein de façons de pricer. Moi, je sais, au début, j'avais fait quelque chose de très simple et que je conseille à chaque fois à chaque freelance, c'est si tu es freelance Google Ads, regarde comment ton agence pricée. Alors, t'en as, ça va être des fees, combien tu investis par mois, donc ça va être 10% de tes 10 000, donc ça fait 1 000 €, plus après des bonus ou autre. Ouais. Après, ça va être un forfait, et ça, je pense que c'est le meilleur modèle pour un freelance de vendre au forfait avec un pack, de dire je te fais tes ads, je te fais ton analytics, le tracking. Ça, clairement, c'est beaucoup mieux parce que tu ne vends pas juste ton temps, mais tu vends vraiment une valeur ajoutée. Oui. Oui, je veux rajouter un truc à ce que tu dis. C'est vrai que tu as totalement raison, l'idée du pack et tout ça, etc. Mais aussi, il faut surtout se différencier sur comment approcher le client. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est... on en a parlé dans le call, on était en privé, on n'était pas en podcast, mais je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais expliqué que la meilleure façon d'approcher un client, c'est de connaître sa boîte et d'identifier son problème et de lui dire, tiens, par exemple, tu vois, tu dis, mais moi, sur Google Ads, ça, je peux vous le vendre parce que je sais que sur ce canal, avec cette présentation, à ce timing, avec ce profil et tout, on aura des résultats. Je l'ai déjà fait pour X, tu vois. Et si tu ne l'as pas déjà fait pour X, tu peux dire, j'ai run moi-même l'Ads à 50 €, regardez ma métrique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moyens comme ça d'approcher le client en plus du package. Ouais, ça, c'est vraiment le truc sur Malte qui fonctionne très fort quand tu arrives en call. C'est tout de suite, il faut avoir un peu de chance, ou alors trouver le point commun avec ton nouveau client, de dire... Votre business, je l'ai déjà eu, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà eu avec un client. Ouais. Et ça, tout de suite, quand il va faire sa petite fiche sur toi, par exemple, OK, Guillaume, pourquoi je dois le prendre en dev plutôt que Maxime, tout de suite, ils vont noter, déjà travaillé sur le business. Exactement, ça c'est vrai ça. Mais c'est pour ça que tu vois, si tu veux être freelance que pour gagner de l'argent et dire oui à une mission, ça suffit pas. Il faut avoir la volonté de vraiment construire un truc. Il ne faut pas avoir honte de se pricer bas. Parce que là, j'ai dit, il faut faire attention à son pricing, mais je ne vous ai pas dit d'arriver sur Malte et de vous mettre à 600 € par jour, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai accompagné une jeune femme, elle a commencé à 200 € par jour. Je lui ai dit, mais champagne, quoi. C'est génial, tu passes de 0 à 200 € par jour, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a pas... Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est 200, mais il n'y en a pas qui voient le 0 à 200. Mais oui, c'est mais ça bien qui est super important. Mais même quand tu startes un business... Tu vois, là, je donne un exemple. Je lance une formation qui va s'appeler thedevelopercourse.com. C'est une plateforme où tu vas payer one time et tu auras des cours illimités sur tous les sujets du code. Parce que moi, comme je fais du front-end, du back-end, du full stack, du DevOps et tout ça, etc., en fait, on ne peut pas être expert de tout. Faut pas se mentir. Mais j'ai plein de cours sur lesquels je peux aider les développeurs, ce que je fais déjà en privé en tant que coach et dans mon équipe en tant que CTO. Et je lance cette formation. J'ai lancé les préventes. Je suis transparent. J'ai eu 6 ventes dans la semaine. Mais j'étais content. 6 ventes à combien? 6 ventes à 300 €. 350. C'est très peu pour quelqu'un comme moi. On peut se dire, j'ai presque 100 000 abonnés. J'aurais dû faire 10 000 ventes ou peu importe. Mais j'étais quand même content. Je suis passé de 0 à 6 ventes. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, je ne vais pas en faire 25. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine... Tu comprends ce que je veux dire? En fait, tout est relatif. Tout est relatif. Et il faut se dire... Il faut être indulgent avec soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire... je peux être Mbappé demain. Ça, c'est un exemple que je prends tout le temps. Je le prends tout le temps quand je suis en réunion avec des clients ou quoi. C'est comme si j'arrivais ici, là, j'ai jamais joué au foot et je dis, dans un an, je suis Mbappé. Personne ne va y croire, on est d'accord. Personne. Toi-même, tu n'y crois pas. Si tu n'es jamais au foot, ça te fait rire. Non, normal. Tu vois, faut être indulgent. Et d'ailleurs, je ne serai jamais Mbappé de ma vie, même si je fais 20 ans de foot. Parce qu'Mbappé, il a le vécu qu'il a. Et peut-être que tu veux pas... Moi, j'en connais plein et même c'est mon cas.
tu vois, je regarde parfois le parcours de certains sportifs dans le foot. Il y en a qui, tu as des Samir Nasri, il n'a pas eu le parcours d'Mbappé, mais il a quand même eu une super bien carrière. Sûr, il a un super palmarès. Exactement, et même la vie derrière, là, il est consultant, tout ça. Et je pense qu'il y en a trop qui idéalisent, je veux être le number one, c'est très bien. Mais tu peux aussi très bien fonctionner en étant peut-être en Ligue 1, en Ligue 2. Ah non, mais je pense que c'était Oussama Ammar qui disait ça, je vais le répéter, mais il y a des numéros 2 qui vivent très très bien leur vie. Des numéros 2, des numéros 3 qui vivent très très bien leur vie. Et même des gens, tu sais même pas qu'ils existent. Mais bien sûr. Mais là, à Dubaï, tu vois tous ces mecs avec des super caisses et tout. Ils sont tous en Ferrari, mais c'est pas Mbappé dedans, c'est des mecs que tu connais pas. Donc peut-être qu'ils étaient dans l'ombre, peut-être qu'ils ont fait ça, ils s'en sortent très bien. Moi, j'ai un pote qui était je crois en CFA ou national, donc un niveau vraiment bas dans le foot. Personne ne le voulait. Un jour, il y a un mec, un recruteur qui le voit, il l'envoie en Inde. Aujourd'hui, c'est vraiment une star là-bas. Tu vois. Et en fait, c'est que parfois, tu peux être mis en lumière dans ta zone et personne ne veut de toi, ou en tout cas, tu n'es pas forcément la prio. Et quelqu'un d'autre sur un domaine que tu n'avais pas forcément vu va te dire viens, et là tout change pour toi. Exactement. Donc je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même. Et une victoire, c'est une victoire, qu'elle soit petite ou grande. De toute façon, moi, il y a beaucoup de boîtes que j'ai vues. Moi, je suis pas du tout le mec qui peut prédire la boîte qui va fonctionner. J'ai eu mon premier iPhone en 2012. Ça faisait des années que l'iPhone était sorti et je me disais mais tous les gens sont cons d'acheter un iPhone. Finalement, je l'ai acheté. Tu vois ce que je veux dire ? On peut pas prévoir. Par contre, il faut mettre ses chances de son côté en investissant sur soi-même. Je pense que c'est vraiment la leçon que je veux donner ici sur le podcast. C'est si tu n'investis pas sur toi-même, qui va investir sur toi ? Carrément. Que ce soit en temps, en argent, en effort. Et tu vois, quand tu parles de l'iPhone en te disant je l'achète, mais je pense que personne va aller dessus, moi, ça me fait penser à un truc où j'ai pris 2 clients sur Malte. Le premier, je me dis, c'est éclaté le projet, mais c'est à l'époque où j'ai besoin d'argent. Je me dis, j'y vais. Honnêtement, il me facture bien. Je crois que c'était 1002, 1003. Donc, honnêtement, ça va. Parce que j'ai un niveau qui est junior à l'époque. Donc, franchement, je suis super content. Tu étais satisfait, quoi. Ouais, très content. Et c'était pas le niveau temps par rapport à ce que je t'ai payé était bon. Il n'y avait pas beaucoup de colle, tout ça. Et je bosse avec lui peut-être pendant 6 mois. Et au bout du 6e mois, il me dit, je vais franchiser. Je dis OK. Et alors que de base, ce client, je l'avais pas pris. Je l'avais pris, mais c'était pas le truc du siècle. Et il me dit, je vais franchiser. Donc on est à 1200. Il me dit, ça va faire trop cher, 1200 € pour les 20 franchises. Par contre, ce que je te propose, c'est de faire 300 € par franchise. Nice. Et en fait, on a fait 300 fois, je sais plus combien de franchises, peut-être 15 ou 10 ou 15. Donc là, c'était plus 1000 de salaire mensuel. C'était beaucoup plus. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce mec sur Malte, quand il vient et qu'il m'écrit, je pense pas que ça va donner quelque chose comme ça. Jamais. Donc en fait, quand tu dis price est bas et même parfois prendre des projets qui sont pas dingues dès le début, je pense que quand tu commences, faut pas faire la princesse, faut pas faire la fine bouche. Non. Et surtout que ça peut t'amener des connexions, ça peut t'amener des projets que tu n'avais pas vus. Ah non, mais bien sûr. Et j'en ai même un autre. Alors là, c'est un truc, je vais pas le citer, mais je bosse avec un mec qui a une boîte tech, mais qui est en early. Mais c'est pas fait encore. C'est en pourparlers. Ouais, c'est ça. Et en fait, il m'en parle comme ça. Et puis tu connais tous les gens qui vont dire je suis en train de faire un truc comme ça, je suis en train de lever, on est en train de recruter 1000 mecs. Il n'y a que des mecs comme ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je me dis OK. Et pareil, j'ai besoin de cash, donc je dis oui. Et à l'époque, c'était vraiment à l'ancienne, je priceais avec un 10% de fees. C'est-à-dire de fees. T'investis, c'est 10 000, 10%, je prenais 1 000 €. Et donc, il est sur Google Ads et Meta. Donc, il y a 5,5. Donc, 5K sur Google, 5K sur Meta. Et je vois dans le Parisien, il lève. Je ne sais plus combien. Il lève peut-être 10-15 millions. Et tout de suite, il m'envoie un message et il me dit passe les invests, non plus de 10K à, je ne sais pas, 50 ou 70K. Wow. Donc, moi, je le fais. Et là, toute la semaine, donc j'attends le call. Je me dis OK, là, en fait, on ne pourra pas tenir ma facturation à 5K. C'est beaucoup trop cher. Pourquoi ? En fait, parce que autant qu'ils prennent un responsable acquisition, un senior de 15 piges,
qui gère toute son acquise, plutôt qu'un freelance qui... Oui, mais la différence entre toi et le senior, c'est que toi, tu es déjà là, tu connais son business, tu as son expertise. Bien sûr, mais il y a un truc, il y a une retombée qui est vraiment dingue, c'est que moi, toute la semaine, je prépare mon speech pour vraiment bien négocier, dire, écoute, voilà, donc là, on est à 50K par mois, ça fait 5 000 €, donc on va faire quelque chose de plus dégressif, un 7% avec des objectifs, tout ça. J'arrive sur le call, j'ai préparé mon speech, et en fait, il me dit tout de suite, écoute, j'ai pas le temps, on reste comme ça, on passe direct aux objectifs, où est-ce qu'on en est? Et c'est là que tu vois que tu as des gens... Je m'attendais à ça. Tu as des gens, ils n'ont pas le même temps, ils voient pas mais bien les sûr. mêmes problèmes. Mais bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est parce que, en fait... Ça m'a choqué. Hein. Ça t'a choqué? Ah ouais, je me disais... Mais oui, mais ton travail a de la valeur. Et je me rappelle, c'était sur Deal, la plateforme de... Je sais pas si tu connais, où en gros, tu t'envoies les factures aux freelances. Je culpabilisais parce qu'en fait, à cette époque, ce que j'envoyais à un client en freelance quand j'étais en CDI, c'était plus haut mon salaire en freelance qu'en CDI. Ouais, je comprends. Parce que très certainement, on se connaît pas trop, en fait, on s'est parlé 2 fois, mais certainement, tu viens d'une famille modeste, comme moi, et en fait, on a un rapport à l'argent qui est faussé. Et en fait, ces 5 000 €, ils sont largement mérités. Si tu arrives à lui manager 500-600K par an sur sa boîte d'ADS et qu'il y a des résultats, mais 10%, c'est le minimum, j'ai envie de te dire. C'est ce que tu as envie de dire aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être. Tu as un niveau d'expertise. Donc, en fait, moi, je trouve ça mérité que tu aies les 5-6K. Et le fait que ce jour-là, il n'ait pas eu le temps et tout ça, etc., il ne s'est même pas posé la question de te virer, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est mérité. Moi, ça m'a débloqué vraiment quelque chose dans le sens où tu peux pricer haut. Oui. Par contre... mais il faut assurer derrière. Exactement. Il faut assurer un niveau de qualité qui est hors norme. Bien sûr. Parce que là, tu es sur un prix d'agence, tu es sur un prix de freelance, tu as 2-3 ans d'expérience, donc il ne faut pas te louper. Bien sûr. Et au final... Il faut être honnête. Exactement, il faut être honnête. Et même ça ne m'a pas forcément donné envie, après, sur les autres clients, de facturer le même modèle. J'ai plus packagé, j'ai vu là où j'avais fait des erreurs, où ça ne s'était pas forcément bien passé, ou quoi, j'ai un petit peu rectifié le tir, mais je n'ai pas continué... Quand il y avait des 100K d'invest par mois, de dire, ben voilà, on va faire... J'ai préféré peut-être prendre plus de clients en volume avec un prix qui était... Après, tout dépend des résultats. Si tu as des très bons résultats, tu aurais pu peut-être rester à... Ouais. Le seul sujet... Après, est-ce que tu veux... Après, le problème, c'est qu'avec ce genre de client, alors je le dis aussi parce que des fois, c'est génial, quand on commence, on a un super client, il paye beaucoup et tout. Il y a aussi quel niveau d'investissement tu es prêt à donner pour ce client. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un rapport pervers par moment avec certaines personnes avec l'argent où ils se disent je le paye beaucoup donc je peux tout lui donner. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas partie de la boîte, tu n'as pas de part. Tu n'es pas un salarié, tu es un prestataire. Donc c'est à toi de mettre le cadre. Ça, beaucoup de freelances le font pas aussi, tu vois. Le cadre, c'est super important parce qu'après, t'en as, ils vont t'écrire le dimanche, ils vont t'envoyer des mails. Oui. Il y en a, c'est quasiment tous. Ouais. En fait. Ce qui est normal, c'est les entrepreneurs, eux, ils jouent leur vie, entre guillemets. Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut être, dur, mais juste de dire, voilà, ça va se passer comme ça, il y a telle règle. Et moi, je sais qu'il y a même un client, je sais que j'ai pu le closer parce qu'il a ainsi... Alors, au final, j'ai pu le closer, mais ça n'a pas duré 10 piges. Mais il a aimé justement le fait que la négociation, non, c'était tel package, c'était pour tel objectif, mais je ne descendrai pas en dessous de tel prix. C'est ça. Je ne vais pas aller 15 fois dans ta boîte la semaine. C'est ça. Non, en fait, il y a aussi un truc, il faut le dire. On pourra peut-être refaire un podcast ou un tutoriel sur le sujet. On fera la V2 à Paris. Ouais, si tu veux, avec grand plaisir. En fait, il y a un sujet, c'est que si une boîte... Pourquoi une boîte fait appel à un freelance ? Une boîte fait appel à un freelance parce qu'elle n'a pas les compétences en interne ou qu'elle ne veut pas recruter. Alors moi, il y a un autre truc. Vas-y. Pourquoi elle fait appel à un freelance ? Déjà parce qu'elle ne veut pas une agence. Parce qu'elle ne veut pas une agence aussi, par exemple. Et donc, du coup, en fait, moi, si je fais appel à un freelance, si je recrute un Mbappé dans mon équipe, ce n'est pas pour lui dire comment tirer. Il y a ce point-là qui est hyper important. C'est à vous de mettre les limites, le cadre et de dire, bon écoutez, moi le problème je le vois comme ça, voici les solutions que je peux apporter, vous signez ou vous signez pas, et c'est de telle heure à telle heure, et c'est telle intensité de travail, et imposer ton cadre, c'est super bien vu par les boîtes, et je sais que quand tu amènes justement ce côté
très professionnel. Très professionnel. Voilà. Et en fait, que tu connais ton taf, ça va se passer de telle stratégie. Mais tu le rassures. Mets-toi à la place du client. Exactement. Mets-toi à la place du client. Imagine, tu appelles un plombier chez toi pour faire la plomberie. Et il te demande 20 000 trucs. Mais oui, voilà. En fait, si le plombier il est hésitant et qu'il dit ah peut-être que je vais mettre un chauffe-eau, peut-être que je vais mettre les toilettes là, mais tu vas dire lui il est bizarre, il sait pas ce qu'il fait. Donc toi c'est pareil, tu dois apporter un niveau d'expertise. Même quand tu es junior aussi, il faut pas hésiter à dire, et ça je le dis aux gens de mon équipe assez souvent, il faut pas hésiter à dire je sais pas. Ah ouais. C'est-à-dire que tu arrives avec un niveau d'expertise, mais tu dis ça je sais pas, je vais investiguer, tu vois. Bien sûr. Au moins tu es clair, tu es au calme, c'est comme le prix. Tu sais que c'est le prix et tu déroges pas à la règle. Ouais, parce que ça, c'est important. Si tu dis je sais faire et qu'au final. Tu fais pas, là tu passes pour un clown. Tu passes pour un con et non, c'est clair. Et puis surtout, tu passes pour un clown auprès du client, mais surtout, le pire, c'est envers toi-même. Ouais, exactement. Et là, tu dis, mais en fait, je suis un vrai imposteur. Parce que les gens ont toujours le syndrome d'un imposteur au départ. Mais si tu veux te confirmer à toi-même que tu es un imposteur, il n'y a rien de mieux que de dire, oui, je peux le faire et tu le fais pas. Et ça, faut pas. Ouais, ça, et puis même surtout, il y a le côté. Par exemple, moi, je pense à un client avec qui, alors peut-être ça va pas te parler, le server-side, si peut-être. Ouais. Le server-side rendering le server-side sur Google Ads pour traquer les données. Oui, tout à fait, ça me parle. Bon, et c'était il y a quelques mois. Je voyais qu'il y avait pas mal de freelances qui les proposaient. Et en fait, ça rajoutait dans le pack et dans la valeur perçue de l'accompagnement quelque chose de beaucoup plus premium. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des ads, tu peux faire de l'analytics, ah d'accord, ok, je vois de quoi tu parles. Oui. Mais si tu n'as pas la compétence tracking, potentiellement, la boîte va avoir besoin de tracking à un moment et du coup, elle peut faire appel à quelqu'un d'autre et tu peux être éjecté ou en tout cas, ça t'aide pas. Donc là, ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était de savoir justement installer le server-side. Et je l'ai dit de manière transparente à mon client, écoute, je ne l'ai jamais fait. Ce que je te propose, c'est que je te le fais à tel prix, sous tel délai, mais c'était beaucoup moins cher que la facturation des... Ouais, je vois. Donc, tu as pu apprendre à être payé en même temps. Exactement. Et surtout, je l'avais rassuré en disant que j'étais accompagné par le tools, le logiciel qui faisait le server-side. Au final, ça s'est très bien passé. Ce qui est hyper bien vu, c'est ta démarche de dire « je sais pas, mais je vais apprendre ». Bien sûr. Bien sûr. Alors après, attention, il ne faut pas dire au client « tu vas me payer la formation et je vais passer mon temps à apprendre ». Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que quand tu ne sais pas quelque chose, si tu le dis au client, moins tout est clair. Bien sûr. Même des fois, à la limite, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je recrute un freelance, ce que je fais, c'est que si je sais ce qu'il ne sait pas faire, je l'accompagne pour qu'il le fasse. Parce qu'en fait, si je recrute un freelance, c'est pour qu'il fasse le boulot que je n'ai pas envie de faire. Et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui pensent que je recrute un freelance et je vais devoir lui dire tout ce qu'il fait, je vais l'appeler toutes les heures et tout. En fait, ces gens-là, ils perdent leur argent et leur temps. Ces entrepreneurs-là. Parce qu'en fait, un freelance, il vaut mieux lui donner la tâche et parce que tu veux qu'il fasse la tâche. Donc en fait, tu ne devrais quasiment pas l'appeler le freelance. Il est censé faire ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent là-dessus. Ils pensent qu'il faut vraiment accompagner le mec et tout ça, etc. parce qu'il est freelance. Et ça, c'est pour ça que c'est dur pour beaucoup de freelance. Parce qu'ils se disent, mais en fait, je suis livré à moi-même, est-ce que je vais bien faire et tout ça, etc. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Obligé. Avec ton process qui a fonctionné pour d'autres. Obligé. Il faut que tu aies vraiment une méthode après que tu adaptes en fonction de tous les clients, mais tu peux pas, comme tu dis, arriver, te laisser guider par le client. Comme l'exemple d'Mbappé, quand tu le recrutes, tu vas pas. Alors, tu vas un peu si t'es Guardiola, c'est normal. Tu vas un peu, viens derrière la ligne, machin. Oui. Tu joues avec tel mec, donc il va y avoir telle combinaison et tout, d'accord. Mais en fait, Mbappé, lui, il a déjà son savoir. Si tu le recrutes, c'est pour ça. C'est pas pour. C'est vrai que c'est assez touchy comme sujet, mais je pense que tu as besoin de te mettre en danger ou de te mettre en difficulté pour progresser. Ça, c'est une constante dans tout. À chaque fois, c'est difficile et tu es obligé de passer par là. Si tu n'aimes pas la difficulté, ne fais pas freelance. Ah non, parce que justement, en freelance, tu n'as pas de cadre. Exactement. C'est que si aujourd'hui, moi, je reste tel quel, je ne vais pas chercher des clients, je ne vais pas faire de la création de contenu, il n'y a personne qui va m'en faire. Et potentiellement, je vais pas. Alors, il y a aussi ce risque-là avec le freelance, c'est que tu es dépendant quand même de ta marque personnelle, de toi. Oui, de ta réputation. Exactement. Et de ton portefeuille client, parce que quand tu commences à avoir des clients, tu les gardes. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est marrant, parce que ce que tu disais tout à l'heure, en fait, tu vas prendre des clients et tu sais jamais comment ça va finir avec eux. Pour être honnête, moi, ça s'est toujours quasiment très bien terminé avec les clients. Je suis en contact avec eux. La moitié, je ne suis pas en contact avec eux parce que j'ai fait la mission et tout. Mais je les ai gardés. J'ai eu 2-3 problèmes dans ma vie en tant que freelance. Ça, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens, ils ont peur de se lancer en freelance parce qu'ils ont peur de ne pas être payés et tout. Ça arrive, mais c'est quand même rare.
c'est quand même rare. Il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu prends des clients, et moi, j'ai une histoire là-dessus. Pendant le Covid, j'ai un mec, il se reconnaîtra, qui m'a appelé et qui m'a dit « Salut Guillaume, on t'a recommandé par un ancien client et tout ça à moi. J'ai une idée de plateforme, voilà, mais j'ai tant de budget et je voulais savoir si c'était faisable. » Et quand j'ai vu le prix de la plateforme, j'ai dit non, pour ce budget-là, je vais pas te faire ça, quoi. Tu vas repartir avec. Tu sais, je sais pas si tu as vu le mime là de, tu sais, le budget du client. Oui, il truc attend, éclaté à côté. Voilà, un truc éclaté à côté. Et en fait, je lui ai dit bon, je peux bosser avec toi pour ce prix-là pour les 5 prochains jours et je te fais la plateforme, mais il y a pas ça, il y a que ça. Il me dit ok. Donc je lui fais la plateforme. Au bout des 5 jours, il me dit merci Guillaume, ça marche nickel et tout. Et il m'a rappelé l'année dernière. Ah oui, oui. Je t'en avais parlé de ça. Ouais. Il m'a rappelé l'année dernière. Il me dit salut Guillaume, comment tu vas et tout. Et je dis bah écoute, je vais bien. Et toi, ça fait un moment. Enfin, on s'est parlé qu'une fois, 2 fois. Il y a une semaine, il y a 4 ans. Bref, en une semaine, il y a 4 ans. Et il me dit bah écoute, j'ai besoin de toi parce qu'il faut mettre l'app à jour. Et je dis ah mais ça a fonctionné alors ton business. Il dit mais c'est génial, on est 3 et on fait. C'est la première année où on fait 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 3. Et je dis mais c'est génial et tout. Alors du coup l'app elle a changé et tout. Il me dit bah non, tu me l'as faite il y a 4 ans et tout. Je dis quoi, ça fait 4 ans que tu arrives à faire ce CA avec mon app que j'ai fait en 5 jours. Il dit même moi j'ai jamais fait ça de ma vie quoi. Il me dit bah oui, bah du coup il faut changer la couleur du truc, il faut changer le logo et tout. En 5 jours, on a créé une app et voilà, et c'est une histoire géniale parce qu'en fait, j'ai bossé dessus qu'une heure de plus pour lui changer son truc. Il m'a dit merci et tu sais jamais comment ça va finir en fait avec un client. Il faut donner la chance au client. Le client vous donne sa chance et il faut lui donner la chance. Après, libre à vous de continuer ou pas, mais ouais, c'est la leçon. Et même, tu vois, parfois des clients red flag, tu peux quand même arriver à bien les cadrer, à transformer la mission. Quand un client est red flag, il faut être cash, c'est-à-dire lui dire ce sera tant et rien de plus. Exactement. C'est la seule règle. Et moi, il y a un truc que j'ai vu avec les clients red flag, on va dire que tu as une proportion, c'est des enfoirés. Oui. Et tu as une proportion qui sont devenus red flag, mais de base, ils étaient clean. Oui. Et ils sont juste devenus red flag parce qu'ils ont bossé avec une agence ou un freelance qui a fait n'importe quoi. Oui. Ça s'est répété 2-3 fois. Exactement. Et ils se sont dit, mince, bon, au final, on va faire attention et on va vraiment être pushy sur plein de sujets. Et quand tu arrives à bien à bien bosser avec eux, à bien collaborer, à communiquer, à délivrer en temps et en heure avec un truc quali, au final, ce red flag, c'est un petit peu comme le chien méchant. Oui. Parce qu'il a été battu, machin. Oui. Et au final, bon, ben. Et ça se retourne. Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément que des clients red flag et tu peux arriver à bien les... Et des fois, il y a des clients avec qui ça se passe mal et ils te rappellent et tu rebosses avec lui et c'est bizarre, ça se retourne, tu vois. C'est vrai, moi j'ai déjà arrêté avec des clients et il te dit... Et alors, après, il te rappelle parce qu'il a soit bossé avec quelqu'un que c'était moins bien ou alors il préférait ta relation et il te rappelle en disant finalement, reviens. Mais il ne faut jamais oublier que c'est du business aussi. C'est-à-dire que c'est une relation de prestataire et il faut toujours être payé, avoir un acompte et tout. Non, mais en tout cas, c'était hyper cool, Guillaume. Merci de l'invitation, Flo. Ça fait super plaisir. En plus, tu m'as régalé à m'inviter ici. C'est ouf, quoi. Non, c'est toi. Plein de super anecdotes. Ouais. Je pense que là, 40 minutes, c'était un peu court. Faut faire une V2. Ah, on fera une V2. Allez, c'est bon, on fait une V2. Ça va être bon. Merci, Guillaume. À la prochaine. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao.